Bien, donc on a été déconnecté, on reprend. Donc, j'étais en train de comparer, donc, de commenter les résultats. La note moyenne obtenue dans la première session, elle est d'à peu près 8,96 et celle de la deuxième session est de 13,83. Et on voit bien, on note bien le fort impact des valeurs extrêmes sur la moyenne arithmétique. Ça fait, donc c'est ce qu'on vient de dire. La moyenne arithmétique de la première session est faible à cause des étudiants qui ont eu 3 qui sont très nombreux. Et la moyenne de la deuxième session est relativement plus élevée grâce aux bonnes notes obtenues par des étudiants. Donc, la conclusion, c'est que maintenant, dans cette situation, on ne peut pas faire confiance à la moyenne pour mesurer le centre. L'alternative, c'est de passer à la médiane. Calculer la médiane. Je vous rappelle que les notes sur lesquelles on travaille, c'est une variable qui est discrète. Et comment on fait pour trouver la médiane d'une variable discrète? Donc, on a dit, on va simplement calculer les fréquences cumulées croissantes et chercher la valeur 0,5. S'il y a une fréquence cumulée croissante égale à 0,5, alors s'il n'y a aucune fréquence cumulée croissante égale à 0,5, alors on prend la modalité qui est une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5. Et sinon, on a un intervalle médian. Donc, reprenons dans les deux tableaux, reprenons les colonnes des fréquences cumulées croissantes. Donc, pour X et pour Y. Maintenant, si je m'intéresse à X, est-ce que j'ai une fréquence cumulée croissante égale à 0,5? Non. Non, parce qu'on passe de 0,48 à 0,58. Et donc, puisque je n'ai pas de fréquence cumulée croissante égale à 0,5, quelle est la valeur médiane des notes de la première session? C'est la 0,58. 58. Donc, en fait, c'est la modalité qui a une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure. Et il s'agit de la modalité 10. Donc, 10 pour la première session. Parfait. Et pour la deuxième session, pour les notes Y, pour la variable Y, est-ce que vous avez une fréquence cumulée croissante égale à 0,5? Non. Donc, là, regardez, on arrive jusqu'à 0,48 et on passe à 0,60. Donc, il n'y a aucune fréquence cumulée croissante égale à 0,5. On prend donc la modalité qui est une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5. Alors, c'est 15. 15. Très bien. Donc, maintenant, on peut faire confiance à la médiane comme mesure de centre. Donc, voici le résultat. La médiane de la variable x est de 10 et la médiane de la variable y est de 15. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, déjà, quelle est l'interprétation de ces valeurs? Que signifie une médiane égale à 10? La note. C'est la note médiane. Ça veut dire que vous avez environ 50% d'étudiants qui ont obtenu une note inférieure à 10 dans la première session. Et vous avez 50% environ des étudiants qui ont eu une note supérieure à 10. Ou bien dit d'une autre manière, puisqu'en fait 10, c'est le seuil par rapport On a la médiane. On peut dire que la moitié des étudiants ont eu la note supérieure à 10. Oui. Voilà, donc c'est une médiane. Et comme il se trouve que 10, c'est le seuil par rapport auquel on compare, on sait que l'étudiant a validé ou non, donc on peut dire que 50% des étudiants ont réussi l'examen de statistique et 50% d'étudiants environ n'ont pas réussi l'examen de statistique dans la première session. Ça fait? Et ceci, on l'a déjà remarqué dans la première série d'exercices. Dans la première série des exercices, on avait remarqué qu'environ la moitié des étudiants valident la statistique dans la première session. Ça fait? Oui, monsieur, oui. Bien. Donc maintenant, s'agissant de la variable y, la médiane est de 15. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez 50% des étudiants ont eu moins de 15 et 50% d'étudiants ont eu plus de 15. Et ceci est plutôt une bonne nouvelle. Donc vous avez
50% des étudiants ont eu plus de 15, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution du niveau des étudiants entre les deux sessions? Amélioré. Il s'est très bien amélioré, donc on peut faire Oui. confiance à la médiane. Il est passé de 10 à 15. Le centre, il s'est déplacé. Le مركز تحول من 10 ل 15. Pourquoi? Donc, qu'est-ce qui explique cette évolution? شنو اللي يقدر علاش هذا المستوى؟ Les élèves qui ont eu des bonnes notes ont tiré la note. D'accord, mais qu'est-ce qui a fait? D'accord. En fait, la question n'est peut-être pas claire. Mais en fait, je vais répondre directement. En fait, le niveau des étudiants s'est amélioré d'abord parce que les étudiants, ils se sont bien préparés dans la deuxième session. Peut-être que dans la deuxième session, l'examen était plus simple. Ou bien peut-être que dans la première session, les étudiants n'avaient aucune idée sur l'examen. Et maintenant, dans la deuxième session, ils ont une idée sur l'examen, donc ils arrivent à s'améliorer. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Ça fait donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le centre de la distribution, donc on ne peut pas dire que lorsqu'on a calculé la moyenne, le mode, ce n'est plus un centre parce qu'on a plusieurs valeurs modales. On a calculé la moyenne, on a trouvé qu'elle passe de 8 à 13. Donc, à cause des valeurs extrêmes, donc on ne peut pas lui faire confiance comme mesure de centre. Il nous reste la médiane. La médiane, dans la première session, est égale à 10 et dans la deuxième session est égale à 15. Et on voit une nette amélioration du niveau des étudiants en statistique descriptive. Ça fait? Est-ce que c'est clair pour ces trois mesures de centre? Oui. C'est très clair. Bien. Monsieur, j'ai une Oui. question. Allez-y. Est-ce que le fait de la première section, il avait trop des étudiants et deuxième section, il avait juste un peu. Est-ce que ça influencie aussi sur les résultats? Non, l'effectif total n'a aucun effet sur les résultats parce qu'en fait, puisqu'on divise par l'effectif total, c'est un changement d'échelle. Donc, en fait, on ne va pas changer la structure des données. L'information ne va pas changer. Ça fait donc l'effectif total n'a aucun impact sur les résultats. Ça fait. Ce n'est pas parce que dans la première session, j'ai 1148 étudiants, donc plus d'étudiants que dans la deuxième session, que ceci va influencer les calculs ou bien les résultats. Non. Ça fait. Donc, en fait, l'effectif total n'a aucun impact. Donc, en fait, il ne change pas les résultats. En fait, il ne change pas l'interprétation des résultats. Ça fait. On ne peut pas dire que le niveau s'est amélioré parce que j'ai un effectif réduit ici. Non, ça n'a aucun sens. Ça fait? Ça fait, merci. Bien, de rien. Donc, passons à la suite. Donc, on vient de calculer les médianes. Donc, vous avez ici un commentaire. Ces valeurs médianes signifient que 50% des étudiants environ ont eu des notes inférieures à 10 dans la première session et que les 50% qui restent ont eu des notes supérieures à 10. Ça veut dire que la moitié des étudiants ont réussi l'examen de statistiques dès la première session. Et dans la deuxième session, vous avez 50% des étudiants ont eu des notes supérieures à 15 et le reste des notes inférieures à 15. Ça fait à cette valeur médiane. Maintenant, il reste à calculer. On va passer à des mesures, à des quantiles. On va calculer le premier et le troisième quartile, le premier et le dernier décile. Et bien sûr, pour les trouver, on va encore se baser sur la colonne des fréquences cumulées croissantes. Donc, commençons par le premier quartile. Lorsqu'il s'agit du premier quartile, donc il est associé à quel pourcentage? Le premier quartile Q3. 25% ou bien 0,25%. Voilà. 0,25, une fréquence cumulée croissante de 0,25. Donc, est-ce que on va prendre d'abord la variable x. Est-ce que j'ai une fréquence cumulée croissante égale à 0,25? Non. Vous voyez bien qu'on passe de 0,20 à 0,26, donc je n'ai pas de fréquence cumulée croissante égale à 0,25. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend la valeur qui est une fréquence cumulée croissante qui est immédiatement supérieure à 0,25. Et alors, Voilà. c'est 4.
Voilà. Donc, en fait, le premier quartile, c'est la modalité qui a la fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,25. Il s'agit de la modalité 4. Pour la première session, le premier quartile est égal à 4. Et pour la deuxième session, pour la variable y, donc on va chercher une fréquence cumulée croissante de 0,25 et vous remarquez qu'on passe de 0,24 à 0,31. Donc, il n'y a aucune fréquence cumulée croissante égale à 0,25. Et dans ce cas, le premier quartile, c'est la modalité qui a la fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure Immédiatement supérieur à 0,5, 0,25, 5, c'est 12. immédiatement supérieure à 0,25. À 0,25, donc c'est la valeur, c'est la fréquence 0,31 et la modalité c'est 12. Donc la conclusion c'est que le premier quartile de la première session est de 4 et le premier quartile de la deuxième session est 12. Donc quelle est l'interprétation d'un quartile? Donc le premier quartile, donc quelle est la proportion d'observations qui sont inférieures au premier quartile? 25%. Et le reste, ils sont supérieurs, vous avez 75. 75%. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on conclut? Donc, c'est que dans la première session, variable x, dans la première session, 25% des étudiants ont eu une note inférieure à 4. Et le reste, 75%, ont eu des notes supérieures à 4. Par contre, dans la deuxième session, 25% des étudiants ont eu des notes inférieures à 12. Et 75% des étudiants ont eu des notes supérieures à 12. Et c'est ce que je vous ai noté ici comme commentaire. De toute façon, vous avez le corrigé, vous avez les mêmes commentaires dans le corrigé que je vous ai envoyé. Est-ce que maintenant c'est clair pour ce premier quartile? Oui, Oui. monsieur, c'est clair. Bien, maintenant on passe au troisième quartile. Et lorsqu'il s'agit du troisième quartile, on cherche quelle proportion? 0,75. Voilà, 0,75, commençons par la variable y. Est-ce que dans les fréquences cumulées croissantes de la variable x, pardon, je commence par x, y a-t-il une fréquence cumulée croissante égale à 0,75? Non. Non, parce qu'on passe de Non. 0,72 à 0,78. Aucune fréquence cumulée croissante n'est égale à 0,75. Donc on prend la modalité qui a une fréquence cumulée croissante. Cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,64. Voilà, Alors, il c'est s'agit de 13. Très bien, donc il s'agit de 13. Donc le troisième quartile de la variable x, c'est 13. Et pour la variable y, donc on va chercher dans les fréquences cumulées croissantes une valeur de 0,75 et regardez, on passe de 0,71 à 0,84. Est-ce qu'on a une fréquence cumulée croissante égale à 0,75? non. Non. Donc le troisième quartile, c'est la modalité qui a une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,75. Il s'agit de la modalité 17. 17. Enfin, donc la conclusion, donc la synthèse ici, Q3. Donc Q3, pour le troisième quartile de la première variable est de 13 et le troisième quartile de la deuxième variable est de 17. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Vous savez bien quelle est la proportion d'observations qui sont inférieures au troisième quartile? 75%. 75%. Donc, l'interprétation, c'est que, donc je vous ai mis ici une interprétation. Donc, 75% des étudiants ont eu des notes inférieures à 13 dans la première session et le reste, les 25% qui restent, ont eu des notes supérieures à 13. Par contre, dans la deuxième session, 75% des étudiants ont eu des notes inférieures à 13, à 17, et le reste, les 25% qui restent, ont eu des notes supérieures à 17, et c'est ce que je vous ai synthétisé ici. Bon, en fait, maintenant, on va passer directement, au lieu de chercher, de calculer les déciles, donc je vous donne directement les résultats, vous savez comment les retrouver maintenant. Lorsqu'il s'agit du premier décile, donc, le premier décile est associé à la proportion 0,10. Donc, en fait,
si on procède de la même manière que précédemment, le premier décile de la variable x est de 3 et le premier décile de la variable y est 8. Ça fait? Donc, qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'il s'agit du premier décile, quelle est la proportion d'observations qui sont inférieures au premier décile? 10%. C'est 10%. Donc, en fait, cela signifie que 10% des étudiants ont eu des notes inférieures à 3 dans la première session et le reste, les 90% qui restent, ont eu des notes supérieures à 3. Par contre, dans la deuxième session, 10% des étudiants ont eu moins de 8 et le reste, les 90% qui restent, ont eu des notes supérieures à 8. Donc, c'est juste des calculs. Et si vous calculez le 9e décile pour chacune des séries, vous allez trouver 16 et 18 avec les mêmes interprétations. Donc, on va passer rapidement à autre chose. Donc, sur ce, donc, on a terminé la première question sur les mesures de position. Donc, on a calculé les modes, on a calculé les moyennes, les médianes, les premiers, troisièmes quartiles, premier et 9e déciles. Est-ce que vous avez encore des questions sur des mesures de position ou des difficultés? Non, monsieur, tout est clair. Très bien. Passons maintenant aux mesures de dispersion. Donc, une fois qu'on a, je vous ai dit, la première étape, c'est d'abord de chercher le centre d'une distribution. Et une fois qu'on a trouvé le centre, on va voir de quelle manière, bien comment les données sont dispersées autour de ce centre, par exemple. Donc, les mesures de dispersion, donc on commence par les dispersions dans un intervalle. Donc, le premier intervalle, c'est l'intervalle de variation. Et l'intervalle de variation, donc je vais noter IV comme intervalle de variation et X pour la variable X et IVY comme intervalle de variation de la variable Y. Donc, dans la première session, quelle était la note minimale? Donc, 3, vous vous rappelez bien, donc les notes ont été transformées, même ceux qui ont 0, 1 et 2. Donc, finalement, leur note est devenue 3 et la note minimale est de 3. La note maximale était de 19. Et dans la deuxième session, donc les notes vont de 1, la note minimale était de 1 et la note maximale est de 19. Donc, l'intervalle de variation, c'est l'intervalle borné par la valeur minimale et par la valeur maximale. C'est l'intervalle 3,19 pour la variable x et l'intervalle 1,19 pour la variable y. Donc, l'étape suivante, comment mesurer la dispersion dans cet intervalle? On va mesurer son amplitude. Et l'amplitude de l'intervalle de variation, c'est ce qu'on appelle l'étendue de la série, l'imtidad. Donc, vous avez ici l'étendue d'une série statistique. Mesure la différence entre ces deux extrêmes, entre le minimum et le maximum. C'est donc l'amplitude de l'intervalle de variation IV. Donc, dans lequel la variable prend l'ensemble de ses valeurs. Je vous ai dit que l'intervalle de variation contient 100% des données. Donc, les étendues, donc il ne reste plus qu'à calculer l'étendue. C'est la borne supérieure de l'intervalle 19 moins sa borne inférieure 13. Le résultat est de 16. Et pour la deuxième session, donc l'étendue, c'est 19, donc la borne supérieure, moins 1, la borne inférieure, 19 moins 1 est égal à 18. Donc maintenant, si on veut comparer la dispersion de ces deux séries, en utilisant comme outil l'étendue. بغينا دابا نقارنوا التشتت ونستعملوا الأداة اللي هي l'étendue. Rappelez-vous, en fait, les résultats peuvent changer en fonction de l'outil utilisé. Les conclusions peuvent changer. الخلاصات اللي غادي نتوصلوا ربما يتغيروا على حسب الأداة اللي خدمنا. صافي؟ Je vous ai donné l'exemple des mesures de la température. Donc, vous avez deux échelles, au moins deux échelles. Les deux échelles mesurent la même température, mais ne vous donnent pas les mêmes chiffres. Donc, c'est tout à fait normal parce qu'on a deux outils différents. On a juste des الآلات مختلفين. Maintenant, sur la base, si on prend comme mesure de dispersion l'étendue, il a نستعملوا l'étendue بحال وحدة قياس ديال التشتت. Quelle est la série la plus dispersée? La série des Y?
Voilà. Vous avez l'étendue de la variable y est de 18. Elle est supérieure à l'étendue de la variable x, de 16. Donc la dispersion ici, elle est plus élevée ici. La dispersion des données dans la deuxième session est plus élevée que la dispersion des données dans la première session. Tous des المعطيات مختلف. Et c'est tout à fait normal. Ça fait? Est-ce que c'est clair pour cet intervalle de variation et pour l'étendue? Oui. Maintenant, on va mesurer la dispersion d'une autre manière, non pas grâce à l'étendue, mais on va mesurer la dispersion par les intervalles interquartiles. Donc l'intervalle, ou bien les écarts interquartiles. Donc il faut d'abord commencer par construire l'intervalle interquartile de chaque série de données. Donc par définition, donc, je vous rappelle que l'intervalle interquartile est borné par le premier quartile et pour le troisième quartile, que nous avons déjà calculé dans la question précédente. Parfait. Nous avons déjà trouvé pour x, le premier quartile est égal à 4. Et pour y, on a trouvé que le premier quartile est égal à 13. Donc le calcul est déjà fait. En revanche, pour la variable y, lorsqu'on a calculé les premiers quartiles, on a trouvé Q1 égale à 12 et on a trouvé Q3 égale à 17. Ça fait? Donc ça, ce sont nos intervalles interquartiles. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben pour mesurer la dispersion, il faut calculer leur amplitude. L'amplitude de ces deux intervalles qu'on appelle écart interquartile. Donc l'écart interquartile, c'est simplement l'amplitude de l'intervalle interquartile. Et l'amplitude, c'est la borne supérieure 13 moins la borne inférieure. Parfait. Donc 13 moins 4, c'est égal à 9 pour la variable x. Et pour la variable y, donc on procède de la même manière. L'écart interquartile, c'est l'amplitude de l'intervalle interquartile, c'est-à-dire la borne supérieure 17 moins la borne inférieure 12. Et 17 moins 12 est égal à 5. Maintenant, si je veux comparer la dispersion des deux variables, de x et de y, mais en utilisant comme outil l'écart interquartile. Je vais oublier la conclusion de l'étendue. Maintenant, je vais changer d'outil. On va se servir des étendues interquartiles. Quelle est la distribution la plus dispersée? Ou bien la série la plus dispersée? La série des X. Des X. Pourquoi? La série des X. C'est la première session. Voilà, parce que l'écart interquartile de la première série est de 9 et il est supérieur à l'écart interquartile de la deuxième qui est de 5. Donc, si on utilise l'écart interquartile comme mesure de dispersion, alors c'est la série X qui est plus dispersée par rapport à la série Y. Ça fait? Et donc, le résultat ce résultat est différent. Regardez, cette conclusion est différente de celle fondée sur l'étendue. Oui. Donc, lorsqu'on change d'unité de mesure, d'outil de mesure, les conclusions peuvent changer. Ça fait, ça reste relatif à l'outil utilisé. Est-ce que c'est clair maintenant pour ce calcul des écarts interquartiles et de leur interprétation? Oui, monsieur, bien reçu. Bien, donc il reste à calculer maintenant l'écart interdécile. Donc ou bien les écarts interdéciles, parce qu'il faut le faire pour x et pour y. Et pour cela, il faut d'abord construire l'intervalle interdécile, ID. Et l'intervalle interdécile, c'est l'intervalle borné par le premier décile et par le dernier décile D9. Donc lorsqu'on a calculé les déciles pour x, on a trouvé D1 égale à 3. Et lorsqu'on a calculé D9 pour x, on a trouvé qu'il était égal à 16. Donc l'intervalle interdécile de la première variable, c'est l'intervalle 3,16. Lorsqu'on a calculé les déciles de la variable y, on a trouvé que le premier est égal à 8 et le neuvième égal à 18. Et donc, l'intervalle interdécile de la deuxième variable y, c'est l'intervalle 8-18. Maintenant, pour mesurer la dispersion et comparer la dispersion de x et de y sur la base des écarts interdéciles, il faut d'abord les calculer. L'écart interdécile, c'est juste l'amplitude de l'intervalle interdécile, ça veut dire la borne supérieure moins la borne inférieure. 16 moins 3 égale à 13. Donc la dispersion
de la variable y est égal à 13 lorsqu'on utilise l'écart interdécile comme mesure de dispersion. Et lorsqu'on calcule cette valeur pour y, on trouve 10. Donc 10, c'est la dispersion de la série y lorsqu'on utilise comme outil l'intervalle ou bien l'écart interdécile. Donc selon cette mesure, selon l'écart interdécile, quelle est la variable la plus dispersée? Celle de X, la première session. C'est Voilà. la plus dispersée. Voilà, donc c'est la première série qui est la plus dispersée parce qu'elle a un intervalle interdécile supérieur à celui de y. Parfait? Bien. Donc, vous avez ces conclusions, donc tout ce que je viens de dire donc, est noté ici. Maintenant, on vient de finir avec les mesures de dispersion dans un intervalle. Passons maintenant à des mesures de dispersion autour du centre. Donc ici, je vous demande juste de calculer les écarts types. Et pour calculer l'écart type, il faut d'abord calculer la variance. Pourquoi? Parce que l'écart type, c'est simplement la racine carrée de la variance. Je n'avais rien. Donc, il faut dans un premier temps calculer la variance. Et je vous ai conseillé d'utiliser la formule réduite, celle que nous avons démontrée grâce au théorème de Koenig-Huygens. Donc, la formule de la variance, je vous ai dit, en fait, il faut commencer par écrire x bar moins x bar. Le 2, au début, il est sous la barre, ça veut dire on calcule la moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne. Donc, pour ceci, on a besoin d'abord de la moyenne que nous avons déjà calculée. Donc, la moyenne de x, on a trouvé qu'elle était égale à 8,96. Et la moyenne de y, on a déjà calculé et on a trouvé 13,83. Donc, il faut prendre ces moyennes et les mettre au carré. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de calculer la moyenne des carrés de x et la moyenne des carrés de y. C'est la raison pour laquelle, dans le tableau, nous avons calculé les ni xi au carré et les ni yi au carré. Il reste juste à calculer leur somme. Quelle est donc leur somme? Selon le tableau récapitulatif, dans lequel nous avons synthétisé les calculs. Donc, on va se reporter à la colonne des ni xi au carré, donc les ni xi au carré, et la somme est de 118 945. Ça fait, donc c'est une valeur qui est élevée à cause des carrés. Pour y, donc les ni au carré, leur somme est de 74 956. Ça fait? Donc, il faut calculer la moyenne de ces carrés. Donc, ce total, cette somme, il faut la diviser ensuite par l'effectif total. Donc, on retourne à nos formules. Voilà. Donc, la somme des ni xi au carré, donc, on a trouvé 118 945 qu'il faut diviser par l'effectif total qui est égal à 1148. Donc, si vous faites le calcul, le résultat, donc la variance, est égal à 23,33. Maintenant, pour la variance de y, donc on a calculé les ni yi au carré et leur somme, on a trouvé qu'elle était égale à 74 956 qu'il faut diviser par l'effectif total 363 et le résultat final est de 15,22. Attention, 15,22 et 23,33, c'est une variance. Heureusement pour nous, les notes ne dépendent pas d'unité de mesure. Donc, on peut comparer la dispersion en comparant les variances. Ça fait? Regardez ici, donc la variance de la première série est égale à 23,33. Et la variance de la deuxième série est égale à 15,22. La variance, c'est encore une mesure de dispersion. Donc, selon la variance, quelle est la série la plus dispersée? Selon la variance. La série des X. Voilà, c'est celle qui a la variance la plus élevée, ça veut dire la série des X 23,33 est supérieure à 15, donc X est plus dispersé.
Maintenant, je vous ai dit, heureusement, que les notes ne dépendent pas d'unité de mesure. Je n'ai pas de centimètres ou bien de litres. Donc, en fait, on aurait pu s'arrêter au niveau de la variance parce que c'est suffisant pour comparer les dispersions. Mais ce n'est pas grave. Allons plus loin et calculons les écarts types respectifs. Donc, l'écart type, c'est simplement, donc on va noter sigma x pour y et sigma pour x et sigma y pour y. L'écart type, c'est simplement la racine carrée de la variance et la variance pour x est égale à 23,33. Donc, la racine carrée de 23,33, c'est simplement 4,83. Et pour la deuxième série, pour y, la racine carrée de la variance qui est de 15,22 est égale à 3,90. Donc, selon l'écart type, donc l'écart type vous donne les mêmes conclusions que la variance parce que c'est pratiquement la même chose. Donc, quelle est la série la plus dispersée selon l'écart type? La série des X. Toujours la série des X, en fait, on a les mêmes conclusions que la variance, c'est tout à fait normal. Donc 4,83 est supérieur à 3,90, donc la série X, les données de la première session sont plus dispersées que celles de la deuxième session. Et plus précisément, lorsque nous avons calculé le centre, ou bien la moyenne de X, on a trouvé 8,96. De combien on s'éloigne de la moyenne de part et d'autre, à droite et à gauche, en moyenne. شحال كنبعدوا على هذا المركز؟ Donc en fait, en moyenne, on s'éloigne de l'écart type. L'écart type 4,83. Donc ici, on a calculé le centre par la moyenne et on a trouvé 8,96. هذا هو المركز. بشحال كنبعدوا عليه من في اليمين وفي اليسار؟ de l'écart type de 4,84 en moyenne. Ça veut dire en moyenne, les notes elles vont à peu près jusqu'à 15 et elles descendent jusqu'à 3 en moyenne. Ça fait? Donc pour la deuxième session, on a calculé le centre ou bien la moyenne, on a trouvé 13,83. Maintenant, de combien on s'éloigne de ce centre? De 3,90. Est-ce que cette interprétation de l'écart type est claire pour tout le monde? Oui. C'est bon? Bien. Donc, on vient de calculer l'écart type. On a déjà calculé la moyenne. On peut donc se servir de ces deux grandeurs et calculer le coefficient de variation. Le coefficient de variation qui est le rapport entre l'écart type et la moyenne arithmétique. Donc, on divise l'écart type par la moyenne arithmétique. Donc, ici, nous avons un écart type de 4,83 qu'on divise par la moyenne 8,96 et on trouve 0,54. Et pour la variable y, on trouve un coefficient, on divise l'écart type 3,90 par la moyenne 13,83 et on trouve un coefficient de variation de 0,8. Donc, je vous rappelle que l'écart type, c'est une mesure de dispersion. Le coefficient de variation, c'est une mesure de dispersion relative. Ça fait? Donc, c'est juste une appellation. Maintenant, selon le coefficient de variation, quelle est la série la plus dispersée? C'est toujours série. Oui, allez-y. La série des X, encore une fois. Voilà, donc en fait, donc heureusement que la variance, et l'écart type vous donnent les mêmes conclusions. Mais attention, lorsque parfois vous calculez le coefficient de variation, il peut vous donner un résultat inverse. Ça fait? Donc lorsque vous divisez l'écart type pour la moyenne, il se peut que les conclusions peuvent changer. Mais en fait, même si en apparence elles changent, je vous ai dit que l'écart type c'est une mesure de dispersion, alors que le coefficient de variation c'est une mesure de dispersion relative. Quand on dit relative, ça veut dire par rapport à autre chose. Donc en fait, là, lorsqu'on veut comparer, donc on peut comparer ici 0,54 est supérieur à 0,28, donc un coefficient de variation de 0,54 supérieur à un coefficient de variation de 0,28, et la variable la plus dispersée selon cette mesure de dispersion, c'est encore la variable x. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Donc, voici, donc, je vous ai mis ici une interprétation, un commentaire de ces deux résultats. Si vous avez plus de questions, donc il ne reste plus qu'à calculer des mesures de forme. Et dans les mesures de forme, vous avez le coefficient d'asymétrie et le coefficient d'aplatissement. Je vous rappelle les formules. Donc, lorsqu'il s'agit d'un coefficient d'asymétrie, ici, en fait, il s'agit d'un coefficient d'asymétrie de Fisher. Donc, c'est 1 sur l'effectif total, la somme des NI, fois xi moins x bar divisé par sigma, le tout à la puissance 3. Si maintenant on met le tout à la puissance 4, on obtient un coefficient d'aplatissement de Pearson. Bien, donc je vous ai dit, pour gagner du temps, donc on a déjà préparé ces éléments dans le tableau, donc on a déjà calculé NI, xi moins x bar divisé par sigma à la puissance 3 pour les deux variables. Donc il reste juste à calculer la somme et diviser par l'effectif total. Donc si on reprend le tableau dans lequel nous avons calculé ces éléments, donc, si on reprend le tableau, donc vous voyez que pour x et pour y, d'abord pour x, on a déjà calculé ces éléments. Donc NI, xi moins x bar divisé par sigma x, le tout à la puissance 3. Donc il ne reste plus qu'à calculer la somme, et la somme est égale à 266,46, qu'il faut diviser par l'effectif total 1148. Et pour y, la somme des NI, YI moins Y bar divisé par sigma, le tout à la puissance 3, est égale à moins 336,33. Et cette valeur, il faudrait la diviser par 363. Donc, quel est le résultat? Donc, le résultat, voilà. Donc, le résultat, je vous ai dit donc que la somme des NI, XI moins X bar divisé par sigma, le tout à la puissance 3, la somme est égale à 266,46 qu'il faut diviser par l'effectif total 1148. Le résultat est 0,23. Et pour Y, nous avons trouvé une somme de moins 336,33 divisé par, attention, il y a une erreur ici, donc corrigez-la, qu'il faut diviser par l'effectif total. Et vous savez que l'effectif total dans la deuxième série, il est de 363. Donc ici, c'est juste une erreur de frappe. C'est parce que j'ai fait un copier-coller. J'ai oublié de changer le dénominateur ici. Mais la formule est correcte. Donc ici, vous avez 1336,33 divisé par 363. La formule est correcte. Et le résultat est de moins 0,93. Donc, on a dit, lorsqu'on calcule un coefficient d'asymétrie de Fisher, donc on le compare à quelle valeur? On le compare à quelle valeur? À quel seuil? La moyenne. Non. Donc, pour interpréter le résultat. Donc, regardez ici, gamma 1, dans le premier cas, est-ce qu'il est positif, négatif ou nul? Positif, bien sûr. C'est positif. En fait, on compare le coefficient d'asymétrie par rapport à 0. Donc ici, on a une valeur supérieure à 0. Donc on a une distribution qui est symétrique ou bien asymétrique? On a asymétrie parce qu'on a positif. Voilà. Donc non, déjà parce que le coefficient d'asymétrie est différent de 0, ça veut dire j'ai une asymétrie. Mais le problème, est-ce que cette asymétrie, elle est à droite ou bien à gauche? À droite, car elle est supérieure à 0. Voilà, à droite, parce que vous avez un coefficient d'asymétrie positif. Et pour la deuxième série, pour Y, est-ce que la distribution est symétrique ou bien asymétrique? Symétrique. Symétrique. Attention, elle est asymétrique. Asymétrique. Parce que vous avez une valeur différente de 0. Donc la distribution, elle est asymétrique. Mais est-ce qu'elle est asymétrique à droite ou à gauche? À gauche. À gauche. À gauche, parce Car que les notes sont inférieures. voilà, parce qu'on a un coefficient négatif. Maintenant, que signifie une asymétrie à droite? Dans le premier cas.
j'ai un coefficient d'asymétrie positif. Ça veut dire j'ai une asymétrie à droite. Qu'est-ce que cela signifie? Donc là, oui. Que les notes sont supérieures. Ma كافياش comme interprétation. Rappelez-vous lorsque je vous ai présenté